Faut-il investir en Finlande sur United Bankers? C'est la question qui m'a été posée par un abonné du canal Telegram. Vous pouvez rejoindre ce canal en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce dossier atypique. Donc ça, c'est une banque finlandaise, une micro-cap, une toute petite banque, 182 millions d'euros. Le cours de l'action, il a bien monté, hein, on va dire que depuis 2017, on a fait un x4. Est-ce que le timing est encore opportun sur cette banque? Alors attention, hein, on est sur une banque, donc ça c'est le premier élément à prendre en considération. En général, moi je suis à l'écart des banques, hein, parce que c'est trop compliqué à analyser. Il faut savoir lire le bilan de la banque et analyser la qualité des actifs, la qualité des prêts. Donc si vous n'avez pas accès au portefeuille de prêts, c'est pas, en fait, c'est pas facile à évaluer. Et pareil, s'ils font des produits dérivés, et cetera, compliqué à évaluer. Bref, ceci étant dit, en plus, on est sur une micro-cap, donc je connais pas les régulations. Donc ça doit être les régulations européennes, hein, sur les banques. Mais est-ce que ça dépend d'une taille de market cap ou pas? Typiquement, on n'est pas sur une banque too big to fail ici, donc il y aura pas le régulateur qui va venir au secours s'il y a des problèmes, hein, sur ce genre de banque. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'il nous manque pas mal de métriques qui sont intéressantes pour analyser une banque, parce que c'est une micro-cap, donc il faut aller faire la recherche soi-même dans les publications d'entreprise. Ce qu'on peut regarder, c'est est-ce qu'on a une croissance des actifs tangibles? Eh bien, on note que c'est quand même une bonne croissance, hein, donc après, il faut aller voir de quoi ils sont constitués, ces actifs tangibles. Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ce sont des produits dérivés? Est-ce que ce sont des obligations souveraines? Donc à vous de faire le taf en allant voir le bilan de la banque. Ce qu'on note, c'est que voilà, 32,5% de croissance des actifs tangibles, c'est quand même assez intéressant, hein. Heu, c'est assez, c'est assez fort comme croissance. Maintenant, on n'a pas le détail de qu'est-ce qui croît. Est-ce que ce qui croît, c'est, les obligations, les produits dérivés? Est-ce que ce sont heu, les crédits et cetera, les prêts bancaires? Bref. Ce qu'on peut regarder, c'est la rentabilité. Il nous faut minimum 10 de rentabilité sur une banque. Et ici, on a quelque chose d'assez exceptionnel, hein. On a vraiment les fonds POP qui est à 32,6% au plus haut depuis, on va dire, depuis 2015. Excellent, la médiane, elle est à 22%, donc c'est en augmentation. Donc c'est une banque qui est de plus en plus profitable. Excellent. Ensuite, est-ce qu'elle redistribue du coup, ses bénéfices aux actionnaires? Et par quel moyen elle le fait? Alors, on verse 10 millions de dividendes ici, contre 10 millions de bénéfices nets. Donc, on a un payout ratio qui est complètement soutenable. Il n'y a pas de rachat d'actions, il y a même plutôt de la dilution sur cette banque. Donc, de quoi il s'agit ici? C'est potentiellement de la dilution. Ça peut être simplement des actions qui sont en autocontrôle, qui sont remises sur le marché. Ça, on n'a pas de différence ici. Faut voir la définition de shares outstanding, mais je pense que ce sont les actions qui sont sur le marché, accessibles. Donc, pas de rachat d'actions en tout cas, pour annulation. Et on a un rendement de l'actionnaire qui nous est calculé à 4,6%, ce qui est complètement intéressant, hein, comme rémunération d'actionnaire, et ça passe principalement par le dividende qui est soutenable. Donc là, c'est pas mal. Ce qu'on veut sur les banques, c'est une décote, une ou plusieurs décotes. Donc déjà, on voudrait une décote sur le ratio coût-bénéfice, une décote de flux. Donc, on va mettre une couleur qui est visible. On se met la médiane et on est sur une médiane de ratio coût-bénéfice à 17. Le ratio coût-bénéfice actuel est à 10, donc vous avez quand même 40-45% de décote sur les bénéfices. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, dans l'absolu, les banques, il est préférable de les acheter à 10 fois les bénéfices. Vous avez des banques too big to fail qui cotent moins que ça, hein, en valorisation. Par exemple, BNP, c'est en dessous de 10 en ratio coût-bénéfice. Et autre élément à prendre en compte, ce qu'on veut, c'est une décote sur actifs tangibles, parce que justement, à part si vous êtes un banquier et à part si vous avez accès au portefeuille de prêt de la banque et à l'intégralité de ses actifs, compliqué d'évaluer la qualité des actifs de la banque, surtout s'il y a des produits dérivés par exemple. Donc, il nous faut une décote sur actifs tangibles.
Et ici, c'est pas le cas. Donc, on n'a ni la marge de sécurité sur le ratio coût-bénéfice, ni la marge de sécurité sur les actifs tangibles. Donc, attention, c'est compliqué. Surtout que si vous comparez une nouvelle fois BNP, par exemple, hein, qui est une banque too big to fail, donc elle ne fera jamais faillite. En revanche, le régulateur pourra le forcer à couper son dividende, ça c'est sûr. Mais bon, vous avez double marge de sécurité sur BNP. Alors que sur Limited Bankers, intéressant, c'est une banque de croissance, on va dire, entre guillemets, mais vous n'avez pas de marge de sécurité. Donc, à vous de vous faire votre propre avis sur cette banque. Ça, c'est un petit dossier qu'un abonné du canal Telegram m'a proposé. Pourquoi pas, hein, c'est intéressant, c'est atypique. Vérifiez la liquidité quand même. Maintenant, c'est pas value, c'est plutôt de la croissance. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.